On a ici un autocar équipé d'une boîte automatique ZF Ecomat. On n'arrive pas à communiquer avec le calculateur, c'est un EST 146. Donc on va le démonter pour le contrôler. EST 146, calculateur de boîte automatique ZF Ecomat. On a un problème de communication avec lui. Donc je vais le démonter pour contrôler le circuit imprimé. On va l'alimenter. Donc on va faire des petits tests basiques pour savoir s'il fonctionne. Mais avant tout, on va présenter le circuit imprimé. Donc ici, on a les pins pour se connecter à la boîte de vitesse et au véhicule. Donc on aura un faisceau en Y qui se connectera ici. Une partie du faisceau sera reliée avec tous les composants de la boîte de vitesse, le bloc, les électrodes, les capteurs. Et une autre partie du faisceau sera reliée avec le reste du véhicule, notamment le CAN bus. Donc sur les pins, on retrouve deux pins différents, celui de droite et celui de gauche, qui correspondent à l'alimentation en électricité du circuit imprimé. Pour savoir lequel des deux représente le plus et le moins, il suffit de regarder le circuit imprimé, comment il se présente. Ici, on voit des condensateurs avec une inductance pour abaisser la tension, puisqu'on va récupérer du 24 volts en entrée, puisque c'est un poids lourd. Et donc une inductance pour abaisser la tension 5 volts, des condensateurs pour filtrer les variations de tension. Donc on se retrouve avec le côté positif vers la droite, et donc par opposition, le côté négatif vers la gauche. Donc on aura bien ici le plus, et là le moins. Après on va faire une petite présentation du circuit imprimé. Donc on retrouve ici le processeur. À côté du processeur, on a son quartz, c'est l'horloge qui va cadencer la fréquence du processeur. Alors qu'est-ce que c'est un quartz? Un quartz, c'est un cristal piézoélectrique qui vibre à une fréquence très stable lorsqu'on l'excite électriquement. Ces vibrations servent à produire une horloge pour le processeur. Par exemple, un quartz de 16 MHz envoie 16 millions d'impulsions par seconde. Chaque impulsion correspond à un tic d'horloge qui rythme les opérations internes du processeur. Le processeur exécute ses instructions en se basant sur ces cycles d'horloge. Sans une horloge stable, il ne saurait quand commencer et arrêter chaque opération. La synchronisation entre les composants internes, mémoire, registre, bus, serait impossible. La communication avec les autres calculateurs du véhicule deviendrait erronée. De plus, les données binaires servant à communiquer et à calculer ne sont que des niveaux de tension
0, pas de tension, 1, 5 volts. Mais pour les lire correctement, il faut savoir quand les mesurer. C'est le rôle du quartz. Donner un tempo régulier pour distinguer la succession des bits. Le quartz indique au processeur à quel moment lire la ligne, quand un bit se termine et quand le suivant commence. Sans une horloge stable, une longue série de 0 ou de 1 deviendrait indéchiffrable, impossible de savoir où commence et quand finit chaque bit. L'information risquerait de se décaler ou de se mélanger. Exemple concret. Admettons un octet codé ainsi 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Avec une horloge régulière, le processeur sait qu'il y a exactement 8 cycles. 3 premiers cycles à 0, un cycle à 1, puis un cycle à 0, et enfin 3 cycles à 1. Sans quartz, impossible de savoir si la ligne est restée basse 3 cycles ou 4, ou si les 1 à la fin de l'octet sont au nombre de 2 ou de 3. On perdrait la structure de l'information. Ici, on voit les bus qui sortent du processeur qui sont reliés directement à une puce mémoire, l'EEPROM. Donc, l'EEPROM sert à stocker les programmes et les données fixes nécessaires au fonctionnement du calculateur, par exemple les lois de passage de rapport. Ces programmes sont non volatiles, donc ils restent enregistrés même quand l'alimentation est coupée. Le processeur, lui, sert à exécuter les programmes stockés dans l'EEPROM. Il reçoit les données en temps réel issues de la boîte de vitesse et du véhicule, vitesse, régime, position de la pédale d'accélérateur, température, etc. Il traite ces données en appliquant les algorithmes contenus dans l'EEPROM, calcule les paramètres de commande, par exemple moment optimal pour changer de rapport, gestion des embrayages, pression hydraulique, etc. et transmet ensuite les ordres aux actionneurs de la boîte de vitesse. Donc pour simplifier, l'EEPROM, c'est la mémoire des programmes, et le processeur, c'est l'unité de calcul qui applique ces programmes aux données reçues. On voit que le bus principal qui relie le processeur à l'EEPROM continue son chemin vers le haut, vers une deuxième puce numérotée D43256 BGU-70Y. C'est une deuxième puce mémoire. C'est la RAM du calculateur. Plus précisément, c'est une SRAM. Contrairement à la DRAM, qui est une autre variante de la RAM, qui garde la valeur binaire dans un condensateur couplé à un transistor, nécessitant donc un rafraîchissement pour recharger le condensateur, la SRAM garde les données à l'aide de 6 transistors pour chaque bit mémorisé. Il n'y a pas besoin de rafraîchissement. Par contre, ça reste une mémoire RAM, donc elle est volatile. On perd les données dès la coupure de l'alimentation électrique. À la coupure du contact, le processeur se charge de transférer les données essentielles de la RAM vers l'EEPROM. Néanmoins, en cas de coupure brutale de la batterie, le processeur n'a pas le temps d'effectuer le transfert et les données présentes dans la RAM seront perdues. On pourrait alors se demander pourquoi le calculateur utilise deux types de mémoire, l'EEPROM et la RAM. Pourquoi ne pas tout stocker dans l'EEPROM ? La raison principale, c'est la vitesse de la RAM. Elle répond en 70 nanosecondes, alors que l'EEPROM, lui, répond en 200 nanosecondes. Cette mémoire sert de centre de transit où le processeur stocke les données qu'il va réutiliser avant d'arriver au résultat final. Par exemple, les retenues, c'est-à-dire les résultats intermédiaires des calculs, les calculs temporaires, les variables de fonctionnement, régime, température, etc. Les variables essentielles gardées dans l'EEPROM sont souvent copiées dans la RAM
pour un accès bien plus rapide. Autre avantage, contrairement à l'EEPROM, où les données sont figées et limitées en réécriture, la RAM offre une réécriture illimitée et instantanée. Cela permet au processeur de mettre à jour en continu les informations, de corriger ou de recalculer les valeurs sans restriction, ce qui est indispensable pour gérer en temps réel le fonctionnement de la boîte automatique. En résumé, la RAM est une mémoire vive ultra rapide. Elle sert de zone de travail temporaire pour le processeur. C'est là qu'il stocke les données intermédiaires et les valeurs d'entrée et de sortie. Son atout majeur, vitesse d'accès, seulement 70 nanosecondes, et réécriture illimitée. Son inconvénient, elle est volatile. Sans alimentation électrique, son contenu disparaît. L'EEPROM, au contraire, est une mémoire non volatile. Elle conserve le programme, les cartographies de passage de rapport, les paramètres essentiels, même sans alimentation électrique. En revanche, l'accès aux données se fait bien plus lentement, 200 nanosecondes. De plus, sur l'EEPROM, il n'y a qu'un nombre limité de réécritures possibles. Ces deux types de mémoire sont donc complémentaires. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais alimenter électriquement le calculateur pour voir si j'ai bien une différence de potentiel entre le plus et le moins. Donc étant donné que je n'ai pas de transformateur électrique, je vais prendre un chargeur de téléphone qui délivre en sortie du 8 volts. C'est un chargeur filaire avec 2 fils. Je vais le brancher sur secteur. Donc, on a ici du 230 volts alternatif. Le chargeur va, grâce à une alimentation découpage, va transformer ce courant alternatif et l'abaisser. Il va transformer en courant continu et abaisser la tension de 230 à 8 volts. Pour savoir lequel des deux fils est le plus et lequel des deux fils est le moins, on utilise le multimètre. Donc là, on aura du 8 volts. Donc on va le calibrer sur 20 volts. Donc là, on a moins 8 volts. Et là, on a 8 volts. Donc ce fil-là, c'est le fil positif. Je vais faire un petit nœud pour le repérer. Donc là, on a le fil positif. Et là, le fil négatif. Donc j'ai mis la pointe rouge du multimètre sur la cosse positive et la pointe noire du multimètre sur la cosse négative. Il est important de respecter la polarité parce que si on met le plus ici et le moins ici, on peut griller le calculateur. Donc c'est pour ça que j'ai vérifié avant quel était le fil positif et quel était le fil négatif. Donc là, j'ai repéré le fil positif avec le nœud. Et le fil négatif, j'ai bien 8 volts sur le multimètre. Donc déjà en termes d'alimentation, il fonctionne. Donc maintenant, pour aller plus loin, il suffit d'identifier le pin correspondant au CAN high et le pin correspondant au CAN low. Brancher ces deux pins à un oscilloscope et alimenter le calculateur pour voir s'il y a
une activité sur le CAN bus. Comme ça, on saura si le calculateur fonctionne réellement. En termes d'alimentation, on a bien une alimentation qui arrive sur la côté positive et il en ressort bien une différence de potentiel. Donc en termes d'alimentation, on n'a pas de problème sur ce calculateur. Maintenant, il faut savoir si il communique bien sur le CAN bus. Et ça se fait avec un oscilloscope. Étant donné qu'on a utilisé ce chargeur de téléphone pour alimenter le calculateur, je vais vous présenter sommairement comment il fonctionne. C'est-à-dire comment il fait pour transformer du 230 volts alternatif sous une fréquence de 50 Hz en courant continu de 8 volts. Donc ici, on a l'arrivée du 230 volts. On retrouve ici un pont de diode qui permet de transformer le courant alternatif en courant pulsé. Donc, on n'aura plus du 230 volts alternatif en sortie du pont de diode, mais du 325 volts en courant pulsé. Après le pont de diode, on aura des gros condensateurs qui vont permettre de lisser ce courant pulsé afin d'avoir du courant parfaitement continu. Donc là, après, on aura 325 volts en courant continu. Le problème des condensateurs, c'est que au moment où ils se chargent, ils pompent beaucoup de courant. Donc, on a placé une résistance céramique qui permet de limiter ce courant d'appel au moment où les condensateurs se chargent, afin de protéger le pont de diode. En sortie des condensateurs, le courant va passer à travers un transistor. Donc le transistor, il a 3 pattes. Le courant arrive sur une patte. Il fonctionne comme un relais. Le courant arrive sur une patte. L'une des pattes permet de fermer le circuit ou de l'ouvrir. Et ça à fréquence très élevée. Ça permet ainsi de transformer ce 325 volts courant continu en 325 volts haute fréquence. Mais cette fois-ci, on n'aura plus du 50 Hz, mais du 50 kHz. Pour rappel, le 50 Hz, c'est 50 oscillations par seconde. 50 kHz, c'est 50 000 oscillations par seconde. Pourquoi on fait ça? Parce qu'ici, on a un transformateur. Les transformateurs, ils sont très efficaces à haute fréquence. Plus tu augmentes la fréquence, plus tu peux réduire la taille du transformateur. Et donc, la taille du chargeur. Donc c'est pour ça que on redresse et on lisse le courant alternatif 230 volts pour avoir un courant continu parfait et pour pouvoir le hacher à très haute fréquence afin d'avoir du 50 kHz, 50 000 oscillations par seconde. Les transformateurs ne fonctionnent que en courant alternatif. Pour délivrer le courant de la bobine primaire vers la bobine secondaire, il faut impérativement du courant alternatif. Et plus ce courant a une fréquence élevée, plus on peut diminuer la taille du transformateur. D'où l'utilisation du transistor afin d'augmenter la fréquence et ainsi réduire la taille du transformateur. Donc c'est 325 volts
oscillant à 50 kHz vont passer par le transformateur. Et ce transformateur-là va abaisser la tension à peu près 12 volts. On aura en sortie du 12 volts sous une fréquence de 50 kHz. Ce 12 volts sous une fréquence de 50 kHz va passer par une diode rapide. Cette diode va transformer le 12 volts à 50 kHz en courant pulsé, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer uniquement la partie positive du courant et on aura du courant pulsé à 8 volts. Donc on n'aura plus une oscillation, une courbe qui ira du plus au moins, mais on aura uniquement du courant pulsé, oscillant sur la plage positive. Puis le 8 volts en courant pulsé va passer par un condensateur pour lisser le courant et le stabiliser afin d'avoir du 8 volts en courant continu. Donc cette partie-là, c'est la partie primaire, haute tension, et cette partie-là, c'est la partie secondaire, basse tension. Et il n'y a aucune connexion physique entre la partie primaire et la partie secondaire. C'est ce qu'on appelle la protection galvanique. Donc il ne peut pas y avoir un court-circuit entre les deux parties. Donc si on touche les deux fils en sortie, on ne craint strictement rien puisqu'on n'aura que de 8 volts en courant continu. Alors qu'ici, on a du 230 volts alternatif qui est mortel. La seule jonction entre la partie primaire et la partie secondaire, c'est le transformateur. Mais il n'y a pas de contact physique dans le transformateur. Le courant alternatif qui passe dans la bobine primaire crée un champ magnétique variable. Et c'est ce champ magnétique variable qui crée une tension secondaire. Donc il n'y a pas de contact physique entre le bobinage primaire du transformateur et le bobinage secondaire. Le transistor est piloté grâce à une puce qui se trouve de l'autre côté. Cette petite puce permet de piloter le transistor afin de l'ouvrir et le fermer à très haute fréquence. Ici, on a les contacts pour les deux cosses.